Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une force un peu invisible, qui pourtant gouverne nos vies. Ça part des plus petites particules de notre corps jusqu'à nos choix les plus personnels, les plus intimes. Et ça soulève une question fondamentale. Est-ce qu'on est vraiment libre ou est-ce qu'on n'est que des copies, les échos les uns des autres? En fait, tout commence par des trucs tout bêtes. Pensez-y. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de bâiller quand on voit quelqu'un d'autre le faire? Ou alors, ce réflexe. On est en face de quelqu'un, la personne sort son téléphone et hop, on a une envie irrésistible de regarder le nôtre. Eh bien, ces petits gestes, ce sont les premiers indices. Ce sont les symptômes d'un mécanisme bien plus profond. Oui, ces gestes, qui ont l'air de rien, en réalité, ils révèlent une vérité assez vertigineuse. C'est comme s'il y avait, là, sous notre crâne, un orchestre invisible qui jouait une partition qu'on n'a pas du tout choisie. Alors la grande question, c'est pourquoi est-ce que certains suivent cette mélodie à la perfection, sans jamais faire une fausse note, alors que d'autres, eh bien, on dirait qu'ils entendent une toute autre musique. Est-ce que c'est une question de courage, ou est-ce que c'est juste un câblage différent dans leur cerveau? Bon, pour y voir plus clair, il faut d'abord qu'on identifie ce fameux chef d'orchestre. Allons voir ce qui se cache au plus profond de notre biologie, ce qui nous pousse, presque malgré nous, à nous conformer. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. La métaphore la plus parfaite, la plus pure du mimétisme, on la trouve au niveau le plus basique qui soit, le niveau moléculaire. Il s'agit du prion. Attention, ce n'est pas un virus, ça n'a pas d'ADN, pas de plan. Non, c'est juste une protéine qui est mal pliée, mal foutue. Et par simple contact, elle force les protéines saines autour d'elle à adopter sa propre forme tordue. Et ce processus, il est absolument implacable. C'est une contagion de la forme, une contagion de la structure. C'est dingue, non? Ce mécanisme, cette espèce de capture par résonance, ça illustre parfaitement comment on finit par adopter des idées ou des comportements. Pas parce qu'ils sont justes ou bons, non. Juste parce qu'il y a une pression irrésistible qui s'exerce sur nous. D'accord, on est parti du niveau moléculaire. Maintenant, remontons d'un cran. Passons de la matière à la neurologie. Si on dit que le prion, c'est l'étincelle, alors quel est le câblage dans notre cerveau qui permet à l'incendie de se propager? Eh bien, la réponse, c'est ça, les neurones miroirs. On peut voir ça comme notre Wi-Fi biologique. C'est assez simple en fait. Quand on regarde quelqu'un faire un geste, n'importe lequel, les mêmes zones de notre cerveau s'activent que si on faisait nous-mêmes ce geste. C'est la base de tout, de l'apprentissage, de l'empathie, de notre vie sociale. Sans ça, impossible de ressentir une émotion en regardant un film ou d'apprendre quoi que ce soit par imitation. Seulement voilà, il y a un paradoxe. Ce système génial qui nous connecte les uns aux autres, c'est aussi une cage. C'est lui qui nous rend si vulnérables à la propagande, aux effets de mode, au conformisme de la foule. Il nous pousse à vibrer tous ensemble, à l'unisson. Mais, et c'est vraiment le point crucial, ce miroir interne n'est pas du tout le même pour tout le monde. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand ce miroir interne fonctionne différemment? Qu'est-ce qui arrive quand il est un peu fêlé, ou qu'il ne renvoie pas exactement le même reflet du monde que celui des autres? On peut voir ça à travers deux cas vraiment extrêmes. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le miroir atypique, qu'on retrouve dans l'autisme. Là, la résonance avec les codes sociaux, les émotions des autres, elle est beaucoup moins automatique. C'est une sorte de dissidence par nature. Ça peut être une source de souffrance, bien sûr, mais c'est aussi une protection incroyable contre la folie des foules. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, on a le miroir calculateur du psychopathe. Lui, il comprend parfaitement les émotions, il les analyse, mais il ne les ressent pas. Pour lui, le mimétisme, ce n'est pas du tout une prison, c'est une arme, un outil pour manipuler. 65%. Ce chiffre, il fait vraiment froid dans le dos. Il sort de la fameuse et terrible expérience de Stanley Milgram dans les années 60. 65% des gens ordinaires, ont accepté d'envoyer des chocs électriques qu'ils pensaient mortels à un inconnu juste parce qu'un type en blouse blanche, une figure d'autorité, le leur demandait. Et c'est ça, l'horreur du miroir trop parfait. Le vrai drame de l'expérience Milgram, ce n'est pas que les participants étaient des monstres, pas du tout. C'est que leur système de résonance, leur miroir, était trop efficace. Leur besoin de se conformer à l'autorité était tellement puissant qu'il a complètement écrasé, court-circuité leur propre conscience morale. Bon, face à ça, on pourrait se dire qu'on est condamné. Si notre biologie nous pousse à ce point à nous conformer, est-ce que la résistance est même possible? Eh bien, oui. Passons maintenant de la fatalité de notre câblage à ce qu'on pourrait appeler l'art de la résistance. Parce que résister, ça ne veut pas dire casser son miroir ou ne plus avoir d'empathie. Non, ça veut dire apprendre à le gouverner. C'est un effort conscient, actif, pour dire stop à la réponse automatique, à l'obéissance, et pour choisir d'écouter une autre voix, sa voix intérieure.
C'est exactement ce qu'ont fait les grands dissidents de l'histoire, comme Václav Havel en Tchécoslovaquie. Ils ont décidé de vivre dans la vérité, même quand tout un système était basé sur le mensonge. D'ailleurs, le grand psychologue Carl Jung nous avait déjà prévenu de ce danger. Il disait qu'on porte tous ce qu'il appelait une persona, c'est-à-dire un masque social, pour s'intégrer, pour être accepté. Et le drame, le triomphe absolu du mimétisme, c'est quand on finit par croire que ce masque, c'est notre vrai visage. Pour Jung, la seule issue, c'est ce qu'il appelle l'individuation. C'est un vrai cheminement pour devenir qui on est vraiment. Ça demande du courage, le courage de regarder son masque en face, d'aller explorer ses parts plus sombres et à la fin, d'oser se distinguer de la masse. Ça veut dire accepter de ne plus être forcément aimable, dans le sens de facile à aimer, pour le groupe. Et ça nous amène à une distinction super importante, un choix fondamental. Soit on apprend par le récit, c'est-à-dire qu'on croit ce qu'on nous dit, c'est confortable, c'est rapide, mais ça nous rend incroyablement vulnérables à la manipulation. Soit on apprend par l'épreuve, par l'expérience directe. C'est beaucoup plus dur, souvent douloureux, mais c'est la seule base solide pour construire une vraie liberté. Et tout ce qu'on vient de dire, ça prend une dimension complètement nouvelle aujourd'hui. Parce qu'une nouvelle forme de mimétisme a débarqué. Une forme algorithmique, peut-être bien plus puissante et insidieuse que tout ce qu'on a connu avant. Voilà, le mimétisme aujourd'hui, il est dans le code. Nos smartphones sont devenus des miroirs d'une précision redoutable. Et les algorithmes de recommandation, ce sont les nouveaux prions. Ils ne viennent pas tordre la forme de nos protéines, non, mais ils tordent et uniformisent nos goûts, nos opinions, nos désirs. Et ils le font à une échelle industrielle, mondiale. On se retrouve tous plus ou moins enfermés dans ce qu'on appelle une bulle de résonance numérique. Les algorithmes nous renvoient en permanence un écho de ce qu'on aime déjà, de ce qu'on pense déjà. Ça nous donne une illusion de liberté de choix, alors qu'en réalité, on devient de plus en plus prévisible, de plus en plus standardisé. Et dans ce nouveau monde, la personne atypique, celle qui ne rentre pas dans les cases de l'algorithme, devient une sorte de figure de résistance. Alors, au final, que retenir de tout ça ? Que le mimétisme, c'est à la fois ce qui fait de nous des êtres sociaux, mais c'est aussi notre plus grand piège. La vraie liberté, au fond, ce n'est peut-être pas de ne pas avoir de miroir, mais c'est d'avoir le courage de choisir ce qu'on y reflète. Et puis, il y a cette belle idée, un miroir parfaitement lisse, intact, il se contente de réfléchir la lumière. Alors qu'un miroir brisé, lui, laisse passer la lumière à travers ses fêlures. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour chacun. Dans ce monde saturé de reflets où tout nous pousse à être une copie, osera-t-on être une fêlure ? Face à cette pression constante à la conformité, biologique ou numérique, être soi-même, avec ses aspérités, ses dissonances, c'est peut-être devenu le plus grand et le plus nécessaire des actes de résistance.